Les concepts d'adaptation sont les mêmes chez les végétaux que chez les animaux. Elles visent à améliorer la survie de l'espèce et on peut les diviser entre adaptation physique et comportementale. Le camouflage et le mimétisme reviennent chez les plantes. On retrouve aussi une grande variété d'adaptations pour vivre dans les différents habitats de la planète. On connaît déjà différents exemples d'adaptation qu'on peut retrouver dans les vidéos sur la reproduction végétale, sur la niche écologique et dans la vidéo sur les 5 règnes. On en verra quelques exemples supplémentaires. Donc, adaptation physique pour se protéger des prédateurs, le camouflage et le mimétisme. Voyons ensemble quelques images. Ici, la fleur cardinale est une fleur qui ne produit aucun nectar. Pourtant, elle a la forme d'autres fleurs qui attirent les colibris. Elle va utiliser cette forme et cette couleur similaire pour attirer ces oiseaux qui vont les polliniser. Les orchidées qui ont l'allure de certains insectes vont aussi utiliser des parfums particuliers pour attirer leurs insectes pollinisateurs. On retrouve aussi sur les feuilles de la plante du fruit de la passion des petites taches jaunes qui sont bombées. Donc, en fait, ces petites taches-là sont une imitation que la plante fait des œufs d'une espèce de papillon. Ce papillon-là, normalement, pond ses œufs sur la plante, mais elle va seulement pondre un œuf par feuille pour s'assurer que la chenille va avoir suffisamment de nourriture pour se transformer en adulte. La feuille a développé petites excroissances jaunes-là pour duper le papillon afin qu'il aille pondre ailleurs. L'espèce championne du mimétisme chez les plantes, c'est certainement cette liane, la Bochyla trifoliolata. Reine du déguisement, elle peut imiter plus d'une dizaine d'espèces de plantes différentes. Elle modifie la taille, la forme, la couleur, l'orientation et même le dessin des nervures de ses feuilles, de façon à se fondre parfaitement dans le décor. Encore plus ahurissant, la liane peut présenter sur une même tige des feuilles complètement différentes en fonction du décor autour d'elle. Pourquoi elle fait cela? Apparemment, ce serait parce que ces feuilles sont très appréciées des insectes. Elle préfère donc imiter des plantes moins intéressantes pour avoir la paix. Pour se protéger des herbivores, on peut aussi utiliser des moyens dissuasifs. Les épines, c'est plutôt efficace. On en retrouve par exemple dans le cactus ou dans l'acacia. Certaines plantes vont aussi avoir des petits pics urticants. Sur cette plante-là, ici, on se doute bien que le lièvre ne s'y recollera pas de sitôt. On retrouve aussi l'herbe à puce, par exemple. Les feuilles peuvent aussi contenir des toxines qui rendent malades ou qui peuvent avoir très mauvais goût pour dissuader les herbivores affamés. Certaines sont même toxiques, voire mortelles pour l'homme. En voici quelques-unes. Adaptation physique aux différents habitats. Les plantes carnivores vivent dans les sols très pauvres, en général dans les marécages, les tourbières. La capacité de digérer des insectes ou de petits vertébrés permet à la plante d'apporter des nutriments supplémentaires. On retrouve deux modèles de plantes carnivores, celles qui ont une forme de bouteille, donc les insectes ou animaux attirés par la plante vont tomber à l'intérieur du liquide qui va les digérer. L'autre type va plutôt être muni de poils sensibles qui, lorsqu'ils sont stimulés plusieurs fois dans un court laps de temps, se referment pour emprisonner la proie de manière hermétique. Le liquide digestif sera alors sécrété par la plante. Donc, les plantes qui vivent dans nos climats tempérés avec la présence d'hiver ont des adaptations particulières pour résister au froid. La plus évidente est le changement de couleur et la perte des feuilles. Lorsque la période de luminosité diminue, la chlorophylle est dégradée.
Un bouchon de liège se forme à chaque pétiole et la feuille est lentement desséchée. Le vert de la chlorophylle masquait les autres pigments, ce qui nous donne droit à ce beau spectacle à l'automne. Lorsque la feuille termine son dessèchement, elle va tomber. Pourquoi les arbres perdent leurs feuilles? Parce que l'hiver, trouver de l'eau est difficile, car elle est gelée dans le sol. Les feuilles étant un grand réservoir de perte d'eau, c'est-à-dire qu'ils représentent plus de 80% des pertes d'eau, en les perdant, on conserve le peu d'eau qu'on peut aller chercher durant l'hiver. Pourquoi les conifères gardent leurs aiguilles alors? Parce qu'elles sont conçues différemment des feuilles des feuillus. En effet, elles présentent à leur surface une cire qui diminue énormément les pertes hydriques par les pores des aiguilles. La forme des conifères aussi facilite la chute de la neige vers le bas. Et puisqu'elles sont plus petites et plus compactes, les aiguilles demandent moins d'énergie pour les maintenir durant les froids mois de l'hiver. De plus, dans les régions encore plus nordiques qu'on appelle la toundra, où la lumière est peu présente, où il fait très froid, donc en moyenne moins 34 durant l'hiver et entre 3 et 12 degrés durant l'été, et où il y a très peu de précipitations, on retrouve des plantes qui sont adaptées pour ces périodes courtes de lumière. De petits arbustes, des mousses et des lichens qui nécessitent peu d'énergie sont monnaie courante dans le nord du pays. On retrouve que très peu, voire pas du tout d'arbres. Les racines sont très superficielles, car en profondeur, le sol est gelé en permanence. Les plantes vont aussi avoir de petites feuilles épaisses et cireuses pour diminuer la perte d'eau, comme les aiguilles des conifères. L'étroite relation avec les champignons par le phénomène de mycorhize traité dans la vidéo sur la niche écologique est très important dans ce climat hostile. Adaptation à la sécheresse. Dans le désert, on retrouve le même problème de sécheresse que durant les longs mois d'hiver dans les pôles de la planète. Les plantes vont avoir de petites feuilles couvertes de cire pour diminuer la perte d'eau. Elles vont aussi être en dormance pendant les périodes de sécheresse. Elle ne fera pas de photosynthèse pour économiser de l'eau. La floraison ne se fera également qu'en cas de conditions optimales, en général le soir ou la nuit. Elle pourra aussi accumuler de grandes quantités d'eau dans ses tissus pour résister aux mois secs. Les cactus, par exemple, ne possèdent pas de feuilles, mais plutôt des aiguilles qui permettent de diminuer les pertes d'eau, en plus de concentrer la rosée pour avoir une source d'eau supplémentaire. Lors des averses, le système racinaire des cactus grossit très rapidement pour accumuler le plus d'eau possible. Quand le temps sec revient, elle abandonne la majorité de ses racines pour conserver le minimum nécessaire. Les épines vont aussi repousser les herbivores qui voudraient s'abreuver à même la tige gorgée d'eau. Adaptation au milieu aquatique. Il existe deux types de plantes aquacées. Un premier type qui a les pieds dans l'eau mais la tête à l'air et un deuxième type qui est complètement immergé et ne peut pas vivre autrement. Les plantes qui ont seulement les pieds dans l'eau sont en général une tige rigide pour s'élever au-dessus de l'eau. Certaines vont seulement aussi flotter à la surface. Elles vont souvent présenter deux types de feuilles, donc des feuilles qui sont sous l'eau, qui vont être plutôt filiformes pour ne pas facilement être emportées par le courant, et celles à l'extérieur vont plutôt être larges pour absorber la lumière du soleil. Ces plantes amphibies peuvent résister à une élévation du niveau de l'eau, mais ne peuvent pas être complètement inondées. On va trouver des caractéristiques spéciales, par exemple, pour des plantes qui sont proches d'un marais salant. Comme il y a beaucoup de sel dans l'eau qu'ils vont absorber par leurs racines, elles possèdent des glandes qui vont être capables d'excréter ce surplus de sel pour ne pas endommager les structures à l'intérieur de la plante. C'est le cas de la salicorne qu'on voit ici. Les plantes aquatiques présentent aussi souvent des aérenchymes, c'est-à-dire des structures qui sont remplies de petits trous à même leur tissu. On en retrouve par exemple dans la tige, dans certaines structures spécifiques, comme ici dans le lotus, où on dirait par exemple un petit flotteur de pêche. Donc ça va évidemment faciliter la flottabilité de certaines structures de notre fleur pour qu'elles restent en place. Cet aérenchyme-là va aussi servir à accumuler les gaz nécessaires pour la photosynthèse. De l'autre côté, les plantes qui sont complètement immergées ne possèdent pas de structure rigide. Elles vont plutôt bouger selon les courants. Si on les sort de l'eau, elles vont être molles, vont perdre leur forme. En général, ces plantes ne possèdent pas de réelles racines dans le fond de l'eau, mais plutôt des racines, disons, aériennes, qui vont capter les nutriments directement dans l'eau. Elles possèdent des feuilles petites et filiformes, encore une fois pour ne pas servir comme de voile dans l'eau et emporter la plante plus loin, qui
ces feuilles-là vont être capables de capter les gaz dissous dans l'eau pour faire la photosynthèse. Les adaptations comportementales. Au niveau du comportement, les plantes ne présentent pas une large variété de mouvements possibles, puisqu'elles sont ancrées dans le sol. On en retrouve 4 grandes catégories: le géotropisme, l'hydrotropisme, le phototropisme et l'éthymnotropisme. Nous verrons quelques exemples de chacun. Le géotropisme, c'est l'attraction des plantes par la gravité. Donc, les racines vont avoir un géotropisme positif, c'est-à-dire qu'elles vont se diriger dans le sens de la gravité, c'est-à-dire vers le bas. Au contraire des feuilles qui vont pousser avec un géotropisme négatif, c'est-à-dire dans le sens inverse, contre la gravité, donc vers le haut. Ici, on voit que peu importe l'orientation dans laquelle on met la graine au départ, la racine va toujours aller vers le bas et la tige toujours vers le haut. L'hydrotropisme, c'est l'attraction des racines vers les sources d'eau. C'est comme une tête chercheuse. La racine va sillonner dans le sol à la recherche d'eau, qui est essentielle à la survie de la plante. Le phototropisme, c'est une attraction à la lumière. On peut penser rapidement aux tournesols qui vont avoir un mouvement quotidien pour suivre le soleil. C'est le cas également chez les oxalis qu'on voit ici. Les parties vertes de la plante, lorsqu'elles vont être en croissance, vont également être attirées vers la lumière avec un phototropisme positif, contrairement aux racines qui vont s'enfoncer dans le sol, donc pour s'éloigner des sources de lumière, un phototropisme négatif. La dernière catégorie, c'est le thymnotropisme. Donc ça, c'est une stimulation au toucher. Lorsqu'il y a un contact avec la plante, il va y avoir une réaction. Le mimosa, qu'on a déjà vu dans la vidéo des 5 règnes, va refermer ses feuilles lorsqu'on va avoir un contact. C'est la même chose avec les plantes carnivores. Donc la mouche qui marchait à l'intérieur faisait en sorte que les deux parties de la feuille se refermaient. On peut penser aussi au concombre du diable qui auto-expulsait ses graines. On retrouve aussi, par exemple, les vignes qui, lorsqu'ils vont sentir une structure verticale, vont s'enrouler autour pour monter vers le soleil.